Et si, en une seule nuit, la guerre avait changé de visage? Imaginez, une frappe russe, d'une précision inédite, s'abat sur le centre militaire de Tchernihiv, en Ukraine. Ce hub, vital pour la formation et la coordination des forces, est pulvérisé en quelques minutes. Les analystes de l'OTAN, pris au dépourvu, plongent alors dans un état de panique silencieuse. Comment une telle opération a-t-elle pu être réalisée sans alerte, ni fuite, ni erreur? Pendant que les chaînes d'information peinent à reconstituer les faits, un détail glace le sang des états-majors occidentaux. Cette attaque ne doit rien au hasard. Derrière le rideau de fumée, une planification méticuleuse s'est déployée, mêlant renseignements multicanaux, analyses satellitaires, écoute radio et collecte de données sur le terrain. La préparation a mobilisé une armée de spécialistes pour ne laisser aucune chance à la cible. Dans le plus grand secret, la Russie vient de démontrer qu'elle maîtrise l'art de la frappe chirurgicale, capable de décapiter un dispositif militaire en un seul coup. Mais l'impact va beaucoup plus loin. L'OTAN redoute désormais une guerre où la technologie et l'information peuvent inverser le rapport de force du jour au lendemain, et où chaque centre névralgique devient vulnérable, malgré toutes les protections. Refuser de voir ce qui s'est vraiment joué à Tchernihiv, c'est risquer de mal comprendre la prochaine phase du conflit. Ce n'est pas seulement une question de stratégie militaire, c'est l'équilibre même de la sécurité européenne qui vacille. Mais pour saisir la véritable portée de cette nuit qui a tout changé, il faut revenir en arrière, au tout début de l'opération. Plongeons dans les coulisses de la préparation secrète de cette frappe, là où chaque détail compte, et où l'ombre précède toujours la lumière. Ce n'était pas qu'un terrain d'exercice. Ce centre, niché en région de Tchernihiv, était devenu l'un des points les plus surveillés d'Ukraine. Au-dessus de lui, chaque jour, des drones passaient, scrutant le moindre mouvement grâce à des caméras sophistiquées et à la vision thermique, pendant que l'espace radio était systématiquement intercepté pour détecter tout échange suspect. Sur le terrain, des agents infiltrés rapportaient chaque détail. Arrivées nocturnes, changements de routine, comportements inhabituels. Mais ce qui a vraiment attiré tous les regards, ce furent les arrivées massives de matériel. Des colonnes entières de camions déversèrent du matériel militaire flambant neuf. Armes occidentales, caisses de munitions, équipements de pointe, et même des blindés aux standards de l'OTAN. À mesure que les jours passaient, ce camp s'éloignait de plus en plus de l'image d'un simple centre de formation. Les infrastructures, elles aussi, se métamorphosaient. De nouveaux bâtiments surgissaient, certains renforcés par d'épais murs de béton, tandis que des hangars spéciaux étaient réservés aux équipements les plus sensibles. L'arrivée d'instructeurs étrangers, spécialistes des systèmes d'armes modernes, a sonné comme un signal d'alerte. Ici, on préparait quelque chose de bien plus vaste qu'un simple entraînement. En quelques semaines, ce centre s'est transformé en véritable hub logistique. Il servait de base de stockage pour les armements stratégiques, de quartier général opérationnel et de plateforme pour coordonner des opérations qui dépassaient largement l'échelle locale. Sous-estimer la valeur stratégique d'un tel site, c'est croire que la guerre se limite à la ligne de front, une erreur que certains paieront cher. Mais ce lieu, devenu la plaque tournante secrète du front ukrainien, allait bientôt révéler un secret qui changerait la donne. Quand l'ombre de l'OTAN apparaît, le compte à rebours s'accélère. Ce qui a fait basculer la situation, c'est la découverte de nouveaux visages, des instructeurs étrangers, spécialistes aguerris des systèmes d'armes occidentaux. Leur présence, détectée par des interceptions radio en anglais et en polonais, transforme le centre de formation en cible stratégique majeure. Chaque mot codé, chaque mouvement suspect, est analysé et recoupé. La certitude s'impose. On prépare ici des opérations d'envergure, au cœur de la région de Tchernihiv. La surveillance s'intensifie. Drones, satellites et agents infiltrés traquent le moindre indice. Les images révèlent des séances d'entraînement jour et nuit, l'arrivée massive de matériel, et surtout, cette fenêtre critique. Le matin, lorsque plusieurs centaines de militaires, cadres ukrainiens et experts étrangers se réunissent sur la place d'armes. C'est le moment parfait. C'est là que l'impact humain et matériel serait maximal. La planification devient obsessionnelle. On calcule tout. Le moment exact où la cible sera la plus vulnérable, la météo idéale,
la meilleure trajectoire pour éviter toute détection. Le choix du missile Iskander s'impose pour sa précision chirurgicale et sa vitesse fulgurante. Il s'agira de frapper vite, fort, sans laisser la moindre chance à l'ennemi de réagir ou de se disperser. L'objectif est limpide: paralyser toute la structure en une seule séquence. Infliger non seulement des pertes matérielles, mais aussi un choc psychologique pour empêcher toute régénération rapide. Frapper au cœur, là où l'influence étrangère et la logistique occidentale s'étaient installées, crée une onde de choc bien au-delà du champ de bataille. Mais tout repose sur une question cruciale: savoir exactement quand et comment frapper. Rater la fenêtre, c'est risquer de n'atteindre qu'une façade vide, de voir l'ennemi se relever, ou pire, de galvaniser son moral. Inversement, choisir le bon moment peut faire basculer l'équilibre du conflit, semer le doute jusque dans les QG de l'OTAN. Puis à l'aube, tout bascule en quelques minutes. Le silence se brise. Témoin de ce qui va suivre, chaque seconde compte. L'attaque russe fulgurante va bouleverser le centre et faire trembler les observateurs internationaux. En quelques instants, le centre disparaît et l'équilibre du front vacille. Aux premières lueurs du jour, alors que le centre de formation grouille d'activité, une salve redoutablement coordonnée de missiles Iskander est lancée depuis plusieurs emplacements tenus secrets. La précision, fruit de semaines de préparation, ne laisse aucune chance. Chaque missile vise une cible stratégique, calculée au mètre près. Le moment n'est pas choisi au hasard. C'est à l'instant même où la majeure partie du personnel est rassemblée sur la place d'armes que l'ordre de tir est donné. En quelques secondes, plusieurs missiles frappent de concert. La déflagration initiale pulvérise le poste de commandement central, décapitant la hiérarchie locale. Simultanément, les hangars s'effondrent sous la violence de l'impact, réduisant en poussière des semaines de stock. Les entrepôts de munitions s'embrasent, générant une série d'explosions secondaires qui dévastent la logistique sur tout le site. Ce n'est pas seulement une question de bâtiments détruits. Dans le fracas du choc, des centaines de soldats et d'instructeurs sont fauchés sur le champ. Beaucoup d'entre eux étaient des cadres chevronnés, difficilement remplaçables. Le bilan humain est terrible: perte massive de vie, déchirement de famille et surtout, disparition brutale du savoir tactique accumulé. En moins d'une minute, la chaîne de commandement local s'effondre. Les survivants, désorientés, se heurtent à un silence radio absolu. Les communications sont coupées, impossible d'appeler du renfort, d'organiser une évacuation ou même de comprendre l'ampleur du désastre. La panique s'empare du camp. Certains tentent de se regrouper, d'autres fuient au hasard, mais l'absence totale de repères rend toute réaction cohérente impossible. L'information ne circule plus. L'incapacité à organiser la moindre riposte devient flagrante. Ce n'est pas qu'un site qui vient d'être anéanti. À travers cette attaque, l'élite de plusieurs unités, les stocks stratégiques de munitions occidentales et l'ensemble du dispositif logistique de la région se trouvent anéantis en un éclair. La perte n'est pas seulement matérielle ou humaine, elle fissure l'équilibre psychologique du front, sème le doute parmi les survivants et fait peser une menace sur tous les centres similaires. Un tel coup peut changer le cours d'une campagne entière. Quand l'élite disparaît, quand la logistique s'envole en fumée, la capacité d'un État à se défendre, à tenir une ligne ou à préparer une contre-offensive s'effondre en cascade. Mais l'onde de choc s'étend bien au-delà du champ de ruines, car cette attaque ne bouleverse pas seulement les effectifs et les équipements. Elle sème la peur, l'incertitude et force l'OTAN à revoir ses certitudes. Voyons comment ce choc résonne sur le plan stratégique et médiatique, en Ukraine comme en Occident. Ce qui brûle sur place, c'est aussi le futur de l'armée ukrainienne. Derrière l'image spectaculaire d'un centre de formation annihilé, c'est tout un écosystème de savoir-faire militaire qui disparaît en un instant. La frappe a éliminé des instructeurs et des cadres formés à l'Ouest. Des profils rares, dont l'expertise était le fruit de mois, parfois d'années d'entraînement spécifique avec les partenaires de l'OTAN. Leur perte ne se remplace pas en quelques semaines. Il faudra du temps, des ressources et une stabilité que la guerre ne laisse plus. Chaque officier disparu, c'est une transmission interrompue, une doctrine occidentale qui ne circule plus dans les rangs. Le processus de formation de nouveaux bataillons est tout simplement stoppé. Les unités fraîchement arrivées,
qui devaient passer par ce centre avant d'être envoyés au front, se retrouvent sans filière adaptée. C'est la chaîne de renouvellement des effectifs, déjà fragile, qui s'effondre. Matériellement, l'impact est abyssal. Une grande partie des équipements occidentaux stockés sur place, parfois uniques, a été détruite ou rendue inutilisable. Or, ces matériels n'arrivent pas en flux tendu. Il faut des mois pour en recevoir d'autres, les acheminer, les assembler et former les soldats à leur emploi. Ce sont des capacités de combat qui s'évaporent pour toute une saison de campagne. Mais il y a aussi le choc moral. Jusqu'ici, les arrières ukrainiens étaient considérés comme des zones relativement sûres, sanctuarisées par la distance et la défense anti-aérienne. Après cette attaque, plus aucun site n'est à l'abri, personne n'ignore que la menace plane partout, jusque dans les casernes où l'on pensait pouvoir souffler quelques heures. L'OTAN, elle-même, a été prise de court. En quelques jours, la question du maintien des formations sur le territoire ukrainien est devenue brûlante. Des voix proposent désormais de déplacer ces programmes dans des pays frontaliers. Une solution qui allonge les délais, complique la logistique, coûte des dizaines de millions d'euros supplémentaires et ralentit la montée en puissance de l'armée ukrainienne à un moment critique. Ne pas saisir la portée de ce bouleversement, c'est risquer de mal interpréter les prochains mouvements sur le terrain, de sous-estimer l'avantage tactique acquis et d'ignorer à quel point le rapport de force vient d'être renversé. L'onde de choc va bien au-delà du simple champ de bataille. Elle paralyse la régénération militaire de l'Ukraine, fragilise la confiance dans la profondeur stratégique et met l'OTAN face à ses propres limites d'adaptation. Face à ce coup d'arrêt brutal, la question se pose. Comment l'Ukraine et ses alliés peuvent-ils réagir et s'adapter? Que retenir de cette démonstration de force et des failles qu'elle révèle? La véritable victoire, c'est celle que l'adversaire ne voit jamais venir. Ce que nous venons de décrypter dépasse largement le domaine de la puissance de feu. Oui, détruire un centre militaire, c'est spectaculaire. Mais l'essentiel se joue désormais dans l'ombre. Aujourd'hui, la supériorité n'est plus seulement une question de missiles ou de chars. Elle se mesure à la capacité d'anticiper, de préparer, de manipuler l'information et de frapper là où l'ennemi ne s'y attend pas. Sur ce nouveau terrain, chaque détail compte, chaque silence est suspect, chaque mouvement observé devient potentiellement décisif. La guerre moderne, c'est l'art de l'invisible. Elle commence bien avant le premier tir. Ces opérations ultra ciblées révèlent une nouvelle doctrine. Il s'agit moins de conquérir du territoire que d'affaiblir la volonté, de briser la chaîne de commandement, de miner la capacité de réaction et de renouvellement. La préparation, l'analyse, la maîtrise du renseignement sont devenues les armes les plus redoutables. En restant spectateurs passifs de ces bouleversements, nous courons le risque de ne jamais saisir ce qui détermine vraiment l'issue des conflits contemporains. Comprendre ces dynamiques invisibles, c'est saisir ce qui peut faire basculer des régions entières et redessiner la carte de l'Europe. La Russie, par cette attaque, ne cherche pas seulement à détruire une cible. Elle veut semer le doute, désorganiser et prouver que l'issue du conflit pourrait se jouer bien avant que les troupes ne se rencontrent sur le terrain. L'OTAN, face à cette guerre psychologique, se retrouve confrontée à une impasse. Comment riposter à une stratégie qui ne laisse aucune trace visible, mais frappe au cœur même de la préparation adverse? La question n'est plus de savoir qui possède les armes les plus sophistiquées, mais qui saura rendre l'ennemi aveugle, sourd et incapable de prévoir le prochain coup. La vraie force, c'est d'imposer l'incertitude, de dicter le rythme et de faire douter jusqu'au plus haut niveau de commandement de ses propres certitudes. Alors, face à cette nouvelle réalité, êtes-vous prêt à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la guerre moderne? La victoire de demain appartiendra à ceux qui maîtrisent non seulement le champ de bataille, mais surtout les zones d'ombre qui l'entourent.